Le port d'armes est un sujet très compliqué à aborder en France. Pourtant, aujourd'hui je m'y attaque à vos côtés à travers un article que j'ai réalisé pour la triste occasion du 8 juin 2023, date du drame d'Annecy, si vous vous rappelez, hein, avec le mec qui avait poignardé des bébés dans leur landau et qui avait révélé un peu ce héros français, hein, Henri je crois, qui était intervenu pour s'interposer. Donc aujourd'hui en fait on parle plutôt de la légitime défense et par extension du port d'armes puisque évidemment quand on dit qu'on a le droit de se défendre, ça implique forcément le port d'armes, ok, vous comprenez bien. Défendre le port d'armes à tout prix, il est à la base même de la possibilité d'assurer notre droit naturel. Le constat donc je l'ai fait en introduction, sujet compliqué, et puis donc j'ai réalisé cet article pour l'occasion du 8 juin en disant directement dans le deuxième paragraphe que oui, le port d'armes et même la légitime défense est un droit inaliénable de propriété et je m'en vais vous expliquer le pourquoi. La plupart des gens qui s'opposent au port d'armes disent que c'est trop risqué, qu'il y aurait des crimes, que c'est trop dangereux. Et ça, c'est une vision conséquentialiste du monde, ce qui n'est pas la vision libertarienne, évidemment, c'est même l'inverse. Les libertariens partent des principes, ils ont une approche déontologique, donc ils partent des principes de l'individu, de la propriété. Dans notre cadre, évidemment, c'est ce qui va nous intéresser, alors que les conséquentialistes, comme l'indique la définition de la langue française.com, ont une approche morale qui consiste à faire un choix en fonction des conséquences concrètes et réalistes et non en fonction d'un idéal absolu. Conséquences concrètes et réalistes, c'est donc un certain rapport à la notion de risque qui est révélé. Puisqu'il y a des risques, alors le port d'armes doit être interdit. Ça, vous voyez, c'est un peu la mentalité. Puisque c'est risqué, puisqu'on l'estime comme tel en tout cas, il faut le supprimer. Donc c'est vraiment légiférer par le risque. Ça, c'est du conséquentialisme. C'est penser en termes de conséquences potentielles pour les individus d'un territoire ou d'une communauté. Se dire non, là, c'est globalement trop risqué pour la société, pour le collectif, et donc non, il faut interdire telle chose. Ça, c'est la vision conséquentialiste, vision qui est très intéressante sur un plan individuel, sur un plan personnel, mais dès qu'on pense le fait social, ou la société, ou les phénomènes sociaux, qu'importe le terme, ça ne passe plus, ça ne prend plus en termes de logique des concepts. Vous allez voir que défendre le conséquentialisme, ça n'est pas défendre l'individu. Et pour vous parler de ça, il faut que je vous parle du risque, puisque c'est au cœur de la vision conséquentialiste qui est fautive, j'ai dit juste avant. Donc penser l'espace social aussi, j'aurais pu mettre de la sorte, donc par le risque, c'est se condamner, c'est condamner chacun en fait à l'inaction. Conduire deviendrait, j'aurais dû mettre au conditionnel, illégitime parce que l'on risque d'avoir des accidents. Ah bah oui, mais si on va très loin dans le raisonnement, à la fin, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien. Si on légifère par le risque, alors tout le monde peut se permettre de dire ce qui est risqué ou pas, et tout le monde pourrait faire pression sur le législateur pour qu'il mette en place quelques lois par-ci ou par-là, puisque le risque aurait été considéré comme étant trop grand ici, acceptable ici, bref, on est dans le pur arbitraire et c'est le législateur qui peut, de cette manière, dicter vos actions, vos projets. Pourtant, comme je le marque, le risque est absolument consubstantiel à l'existence. Ça veut dire qu'il est imbriqué directement, il vit en même temps, il existe plutôt en même temps que notre vie, il est relié à l'existence humaine. Chaque individu doit en prendre la mesure dans le cadre de ses actions. Vivre, c'est risquer et risquer ER. Phrase de, je crois, Virginie Ancelot, reprise par Stéphane Gers sur son blog Liberali, et que moi aussi je reprends de temps en temps. Risquer, parce qu'on est exposé à la vie, à l'existence, donc au risque des autres. Risquer ER, donc le verbe, l'action, parce que soi-même on prend des risques, soi-même on entreprend, soi-même on est en mouvement, on passe à l'action. Et donc forcément, chaque action implique un risque. Votre quotidien, peut-être que vous ne l'avez jamais appréhendé comme tel, mais pourtant ça existe, indépendamment de vos opinions. Mais votre quotidien est fait de risques. Votre quotidien est imprégné par le risque. Quand vous allez faire des courses, en voiture, en moto, en vélo, qu'importe, dans votre grande surface la plus proche de chez vous, vous prenez le risque de renverser quelqu'un ou d'être vous-même renversé. Vivre, c'est risquer et risquer ER. On y revient. Ça, c'est une première chose, et dites-vous que ça n'est absolument pas acquis, que le risque est partout, tout le temps, sans arrêt. D'ailleurs, l'entrepreneur
est la figure même du preneur de risque en société. C'est bien lui qui avance un capital, hein, qui dépense son propre temps, qui met en place des actions, hein, qui met vraiment en mouvement un projet entrepreneurial pour rendre des services. C'est bien lui qui prend le risque, qui a une préférence temporelle plus basse, d'accord, que ses salariés par exemple, qui va vouloir plus de capital plus tard qu'un peu maintenant, et qui pour ce faire souhaite rendre des services à la société. Deuxième élément, ce risque est toujours individuel. Le risque ne peut jamais, jamais, jamais être collectif. Absolument jamais. Ça n'a aucun sens. Il n'y a que des individus. Vous repartez de l'individu, toujours, quand vous pensez le droit. Individualisme méthodologique, d'accord? Pour employer un terme un peu technique, mais ça veut juste dire en fait qu'on repart de l'action humaine, de l'individu. On repart de la seule entité agissante, c'est-à-dire l'individu. Les groupes n'agissent pas, les collectifs n'agissent pas, les partis politiques n'agissent pas, les associations n'agissent pas. Non, ils n'agissent pas. Ils n'existent pas en dehors de l'action individuelle de chacun de leurs membres. Ce qui veut dire que seul l'individu agit. Et donc, si seul l'individu agit, seul lui prend des risques. Donc rien ni personne ne peut dire à votre place ce qui est risqué, ni en assumer les conséquences à votre place. C'est ce que je marque dans le troisième paragraphe ici, d'accord? Personne, absolument personne ne peut dire pour vous ce qui est risqué. Si quelqu'un peut se le permettre, évidemment l'État se le permet, hein, vous vous en doutez bien. Ce que je dis là, malheureusement, ce paradigme du risque qui n'est pas pleinement en notre possession, on le vit déjà, puisque c'est l'État qui dit pour nous ce qui est risqué ou pas, par la loi évidemment. Mais pourtant, un tel paradigme suppose que la responsabilité individuelle n'existe pas vraiment. Et pire encore, hein, dans le cadre de la justice d'État, puisque c'est une justice monopolistique et que la justice est rendue au nom des lois de l'État, au nom de la nation, ça veut dire que la justice n'est même pas rendue au nom de l'individu, ce qui est terrible, hein. Ça veut dire que la justice est rendue au nom d'une entité magique, l'État, de ses lois, et que finalement celui ou celle, hein, qui est lésé par un agresseur, eh bien finalement n'est pas directement mis au centre de la démarche judiciaire. Bref, c'est pas le sujet, mais c'était important de le mentionner rapidement. Donc voilà, le risque est absolument consubstantiel à l'existence humaine. Voilà, on ne vit pas sans risque, c'est comme ça. Et si vous voulez, d'autre part, il est à relier à l'action individuelle. Un argument aussi qu'on nous renvoie parfois, c'est oui, mais quand même, on vit ensemble, donc tes risques deviennent les miens. Alors déjà, bon, la formulation n'est pas vraiment la bonne, puisqu'en fait, quand on dit ça, quand les gens nous disent ça, en fait, c'est les risques que moi je prends, bah ça peut avoir des répercussions concrètes sur les individus. Par exemple, je prends ma voiture, je vais faire des courses, je renverse quelqu'un. Tout simplement. Ça peut être effectivement, j'ai pris moi, Arthur, un risque, donc faire un déplacement, et sur la route, j'ai renversé quelqu'un qui n'a rien demandé, évidemment. Oui, d'accord. Donc ça c'est vrai, effectivement. Mais déjà, comme je le marque, il y a une justice, il y a la réparation, qui est fondamentale. J'ai pas le temps de le développer, d'ailleurs vous le voyez à l'écran, c'est pas développé. C'est trop long. La justice, la réparation, c'est un morceau colossal. Je ne peux pas en parler ici. En termes de droit, de justice, de règlement de contrat, de dissuasion et de réparation qui font que tout ça est parfaitement géré, compris, intégré au système libertarien. Mais je veux dire de A jusqu'à Z, j'en ferai une vidéo si vous voulez, il n'y a aucun souci là-dessus, tout est pris en compte. C'est tellement important, tellement central dans notre réalité que vous pensez bien que tout ceci a été pensé. Et puis par ailleurs, c'est un mauvais argument parce que moi je vous le renvoie. Dans ce cas, tes risques à toi deviennent aussi les miens. Et dans ce cas-là, je veux qu'il y ait des lois pour t'empêcher d'agir. Parce que je considère que cela pourrait me léser. Et vous voyez que dans une telle configuration, on ne fait plus rien, que tout le monde se bat et se chamaille sur ce qui doit être autorisé, interdit, parce que si, parce que ça, quelle majorité on peut obtenir, contre... Voilà. On arrive dans des considérations absolument sournoises, politiques, démocratiques, où la majorité devrait l'emporter, où le bon sens soi-disant de certains doit l'emporter. Lol. Quand on réfléchit par le risque, on rentre, on met le doigt dans l'engrenage du droit positif, on considère qu'on peut légiférer en fonction des conséquences des choses et on ne réfléchit plus du tout par la responsabilité. Donc on ne peut jamais, jamais légiférer par le risque, sinon ça veut dire qu'on sait mieux que quiconque ce qui est risqué pour eux. Et quand on fait ça, tout au bout du bout,
c'est la soviétisation totale, c'est le communisme, quoi. C'est un État tout-puissant, et donc ça donne l'étatisme comme fait social total, ça donne des vies où les gens sont totalement prisonniers du droit d'État, et en fait ça donne des prisons humaines, quoi. Des prisons à ciel ouvert, mais humaines. Et bien sûr, on pourrait se dire, ouais mais quand même t'abuses, la France ça passe, ça passe. Bah ça passe, de moins en moins, hein. Ça glisse. Les démocraties glissent vers de plus en plus de droits d'État. Structurellement, c'est fait pour ça. Donc non, ça va pas du tout. Et c'est parce qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, il y a maintenant, 230 ans, la démocratie. Je dis pas que la monarchie est une solution, attention, c'est pas ce que je dis, hein. Ça n'est clairement pas les mots que je prononce. Je vous dis que le droit positif, le droit d'État, ne pouvait que grossir au contact de la démocratie, tout comme le socialisme lui est aussi intrinsèque. Bref, c'est pas le sujet, mais il y a tellement de choses à dire sur le risque. C'est tellement important le risque parce que tout le monde pense tout par le risque en société. Là, on parle du port d'armes, mais en fait, ça concerne toute la société. Bon allez, je m'arrête sur ça parce que sinon, en fait, je vais faire une demi-heure sur le propos. Il faut qu'on parle absolument maintenant de la propriété. Revenons au principe de propriété privée. En droit naturel, ce qui est illégitime, c'est la violation du droit. C'est absolument fondamental. Ce qui veut dire que posséder une arme n'a rien d'illégitime. C'est s'en servir pour agresser autrui qui l'est. Nuance capitale. C'est l'usage proactif de l'arme qui fait le crime, et non la détention. La détention n'est pas un crime, c'est un fait. Je détiens une arme, ok, je possède une arme, il n'y a aucun souci avec ça. Le crime, c'est la violation du droit, c'est l'acte. Là, pareil, une très grosse confusion chez beaucoup de gens, j'ai l'impression, entre concrètement, j'ai en ma possession, dans ma propriété, hein, dans le giron de ma propriété, hein, dans les biens tangibles qui m'appartiennent, oui, j'ai une arme, oui, d'accord, mais ça ne fait pas le crime. Il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de violation du droit. Par ailleurs, la notion d'arme est arbitraire. Un tesson de bouteille est une arme si je l'utilise activement contre autrui. Donc ici, ce que je remets en cause, c'est la notion de classification. Vous savez qu'en France, on a des catégories. Bon, c'est parfaitement arbitraire. Ça n'est pas du droit naturel, c'est du droit positif, du droit d'État. Donc ça n'a aucune validité, quoi. Ça ne veut rien dire. Les poings sont une arme. Quand vous donnez comme ça un coup de poing à quelqu'un, très fort admettons, même que vous le tuez, pourquoi pas, ça peut arriver, hein. Et bah vous avez quand même tué, on s'en fiche que ce soit avec votre poing ou avec votre couteau ou avec votre pistolet. Il y a eu agression. Le droit libertarien, le droit naturel, ne s'intéresse qu'à l'état de votre propriété. Y a-t-il eu recul du droit? Donc agression. Si oui, il faut un retour au droit, donc il faut une réparation. D'accord? Tout ça est logique. Les libertariens ne sont rien d'autre que des gens qui manient une théorie du droit logico-déductive. Donc je le répète à chaque fois, hein, ces petites choses-là, mais c'est très important, sinon ça ne rentre pas. Et on est tellement gangréné, imprégné vraiment par le droit positif que on ne se rend même plus compte de ce qu'est le droit, de comment faire un raisonnement à partir du droit, et donc de connaître mes droits légitimes de propriété. Notez aussi un point crucial, l'utilisation d'une arme comme légitime défense est, comme son nom l'indique, légitime. Je ne fais que défendre ma propriété contre un agresseur. Ainsi, le port d'armes ne peut être que libre parce qu'il est impossible de prédire ce que chacun fera de son arme. Et là, devinez quoi? On revient au risque. Il est impossible de penser par le risque. Vous ne pouvez pas prédire ce que chacun fera. L'arme pourra servir à tuer, certes, donc un crime qui nécessite justice, évidemment, mais aussi à nous protéger. Dissuasion, légitime défense. Et vous vous rendez bien compte que c'est bien de la propriété qu'on est reparti pour penser cette chose. C'est parce que l'homme est ce qu'il est et qu'il a une réalité sociale dans un monde de biens tangibles en pénurie, limité, c'est pareil, qu'il a en même temps la propriété lui servant à résoudre des conflits sur les biens, et propriété servant à définir à quel endroit il y a eu agression ou pas. Et puis évidemment, propriété servant à passer des contrats. Hein. J'accorde mon consentement pour passer des contrats pour m'enrichir. La propriété sert à tout ça. Elle est manifestée par notre existence sociale, et puisqu'elle est manifestée, alors chaque homme peut aussi la défendre. Allez, on passe à la déconstruction, pour parler comme Sandrine Rousseau, de quelques poncifs anti-armes. Je vais aller plus vite parce que vous allez voir que c'est simple
à démêler et que finalement ça ne fait que reprendre les éléments distillés explicitement ou implicitement plus haut. Alors, premier argument, ceux qui prétendent qu'il y aurait des massacres, évidemment, et il manque un point crucial dans l'analyse. Si l'agresseur possède une arme, qui vous dit que la foule agressée n'en possède pas aussi? Voyez-vous le point, la dissuasion serait terrible. Et je précise que les tueries aux USA donc ont été commis dans des zones où les gens étaient désarmés. Hein, merci la loi. Premier élément, la symétrie du droit. N'oubliez jamais ça, et n'oubliez jamais que cette symétrie implique des conséquences logiques, notamment la dissuasion naturelle. Dans la même veine, certains disent que cela ajouterait du chaos au chaos, compliquant ainsi le travail des policiers. Mais encore une fois, c'est tout l'inverse, la police aurait bien moins de travail. Si les gens sont armés, alors le cadre, j'aurais dû mettre social, est déjà dissuasif. Les potentiels agresseurs sont conscients du fait qu'ils risquent de rencontrer une opposition armée s'ils passent à l'attaque contre un individu ou la foule. Et on revient à quoi? On revient au risque, comme d'habitude. Et là, évidemment, c'est le risque pour un agresseur d'avoir un retour de bâton, d'avoir une répercussion, d'avoir une réponse violente de la foule ou de l'individu, qui serait évidemment une légitime défense. Donc là, vous voyez qu'on revient à la notion de dissuasion. Et puis, il y a aussi ce côté... donc là, je parle de la police. La police n'aurait pas la même morphologie, à mon avis, pas forcément. Je dis à mon avis parce qu'on peut jamais vraiment savoir quelle forme prendront les choses. Mais déjà, marché libre, décentralisation, donc concurrence, besoins différents des individus impliquant sécurité de niveaux différents pour les individus. On peut imaginer des polices de quartier, des polices plus grandes, plus petites, même de voisinage, je sais pas. Et puis bien penser aussi à la structure globale. Hein. À la base, à l'entrée des territoires, il pourrait y avoir des règlements, des quotas, des filtres. Donc ne rentre pas forcément qui veut. Hein. La submersion, par exemple, migratoire qu'on vit en France aujourd'hui, et pas qu'en France d'ailleurs, est une caractéristique d'État, ou plutôt une conséquence d'État. Donc si on se ramasse tout un tas de gens qui posent problème par la suite, c'est parce que l'État les laisse passer. La police est un monopole, la justice est un monopole. Vous vous rendez bien compte qu'on n'a pas du tout de cadre dissuasif. Pas du tout. Donc forcément, ça marche pas. Ici, bien penser qu'il y a une structure produite par le droit naturel, des règlements privés, des services privés. Il y a aussi tout ce qui va être les assurances. C'est capital de comprendre comment marchent les assurances. Je pense que je ferai une vidéo sur les assurances parce que c'est au cœur aussi d'une société de droit privé. Il y a aussi évidemment la justice qui est libre, qui est privée. Enfin, en fait, c'est des arbitres privés. Bref, tout est société de service. Autre argument anti-armes, cela permet d'avoir moins d'armes en circulation, donc moins de violence. Donc là, c'est un peu de la naïveté. Alors, non pas que ça soit pas vrai strictement. Oui, il peut y avoir beaucoup de désincitation, effectivement, et que les gens, d'ailleurs, on l'a vu en France, hein, les gens qui ont rendu leurs armes ou qui ont vendu leurs armes, qui ont été se rendre littéralement en police pour déposer leurs armes, je sais plus quand, là, il y a pas si longtemps. Oui, d'accord. Sauf que moins d'armes en circulation, dans les mains des civils, des individus, on va dire plutôt, ça veut pas dire moins de violence. Hein. Là, c'est là qu'est la naïveté. Non, les agresseurs potentiels, ceux qui veulent vraiment passer à l'action, les vrais méchants, trouveront toujours de quoi s'armer. Rien ni personne ne pourra les en empêcher. A l'inverse, monsieur gentil, bon citoyen, qui souhaiterait s'armer devant la montée des violences dans son quartier, par exemple, hein, lol, en sera empêché par l'État. Voilà, donc l'État désarme toujours les honnêtes citoyens et ne peut rien faire contre ceux qui veulent vraiment s'armer. Les lois anti-armes ne protègent pas, elles désavantagent juste ceux qui ne demandent qu'à s'en servir de façon défensive. L'État devient alors celui qui désarme les victimes potentielles, tout en étant absolument inefficient à désarmer ceux qui n'auront jamais besoin d'un quelconque accord de sa part. Comme d'habitude, l'État nous démontre sa parfaite inutilité et sa fonction de nuisible. Donc là, je vais aller très vite, mais on ne peut jamais rien interdire totalement. Oui, vous pouvez limiter des choses, mais les gens qui veulent vraiment passer à l'action, les gens qui sont vraiment nuisibles, vraiment dangereux, ne seront jamais empêchés. Donc en mettant des lois, vous ne dissuaderez que ceux qui ne comptaient pas s'en servir de manière offensive. Vous ne dissuaderez que ceux qui sont inoffensifs de base. Donc les bons citoyens, comme on dit quoi. Donc c'est tout, c'est aussi simple que ça. Dernier argument, se servir d'une arme est trop difficile, trop stressant, et oui, c'est exact. Mais ce n'est pas le sujet.
Je fais du droit et cet argument n'est pas du droit, c'est du conséquentialisme, on y revient, toujours. Défendre sa propriété est légitime, c'est tout. Donc sur ça, on revient au principe, c'est pas le sujet, le stress. Parce que oui, ça arrive aussi comme argument. Oui mais non, ça sert à rien les armes, de toute façon tu pourras rien faire, tu vas être stressé, tu pourras pas t'en servir, tu sais pas tirer, ceci, cela. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet en fait. Vous parlez d'autre chose. Vous parlez d'autre chose. Donc je m'arrête là quoi, c'est pas le sujet, c'est légitime, j'ai le droit de me défendre, point. Donc je peux m'armer et faire ce que je veux. Donc si j'ai envie de m'armer, je le ferai. Et en l'occurrence, l'argument du stress, ou même l'argument de ne pas savoir s'en servir, n'est pas un argument sur le plan du droit. Allez, pour terminer rapidement, des lois qui protègent l'État. Évidemment, dans une société armée, la police perd de son intérêt pour l'État. Son efficacité comme outil de violence légitime s'amenuise. Le cadre social, j'aurais dû mettre encore une fois, de la société, je me répète en plus, vous m'excuserez, hein, c'est un article un peu ancien que j'ai pas réécrit, devient plus dissuasif pour tout agresseur et pour l'État. Bien sûr, légitimer le port d'armes ne signifie pas que chaque individu va soudainement s'armer. Cela veut dire qu'on laisserait la possibilité à chacun de le faire, donc de se défendre. Alors qui souhaite-t-on protéger avec ces lois ? Les individus d'un territoire ou son État. Bon là je finis un peu sur une touche ironique, mais c'était juste pour dire que on sait bien que la violence légitime est nécessaire à l'État. L'État se protège de nous par sa police. Je pense que sans cette police omniprésente là qui encercle ces hommes d'État, qui les protège de nous, il ferait un peu plus attention, n'est-ce pas, avec certaines choses. Donc la police, comme tout, devrait être totalement privée, sur un marché libre, décentralisé, voilà. Il n'y a pas à avoir de monopole à ce niveau-là. S'il y a un monopole, c'est parce qu'il y a un État qui le rend possible et qu'il cherche à se protéger de nous. D'ailleurs, soit dit en passant, pourquoi est-ce que des gens ressentent le besoin de confisquer comme ça la sécurité ? Bah c'est bien aussi pour se protéger, quoi. Parce que bah ils savent que il y a quelques risques, oui. C'est bien que tout ça n'est pas naturel, quoi. Ce fonctionnement humain, on va dire, c'est cet espace social qui est le nôtre aujourd'hui n'est pas naturel. Il y a un truc fondamentalement qui coince, qui bloque, parce qu'on n'est pas en train de vivre une société du volontarisme, du consentement, de la contractualisation. Non, on ne vit pas ça. Donc forcément, ceux qui ont confisqué le pouvoir doivent se protéger de ceux qui le subissent. Et j'arrête tout de suite l'argument qui consisterait à dire oui mais quand même c'est bien parce que les plus précaires sont quand même protégés, ça fait un service public, ça permet de protéger tout le monde, machin machin. Non, en fait non, pas du tout. Même sur ce plan-là, la police se casse totalement la gueule, elle décline totalement, et même sur le plan utilitariste, en fait, la police privée serait beaucoup plus efficace parce que décentralisée, parce que adaptée aux besoins de chacun. Donc même sur ce plan-là, c'est pas le sujet, mais en fait non, avoir un service public, ça finit à moyen long terme par jouer contre les individus et surtout contre les plus précaires. À la fin, c'est toujours les plus précaires qui subissent, hein. Les riches trouveront toujours le moyen de se barrer, de se camisoler, de se protéger, ils ont des options, d'accord ? Un pauvre qui n'a qu'un service public qui en plus ne marche pas, bah il est vraiment dans la mouise, quoi. D'accord ? Donc pensez à ça aussi, hein. Quand vous voulez aider les pauvres, les plus précaires de la société, commencez par leur rendre leur liberté en fait, hein. Commencez par leur donner les moyens de se protéger. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui et je vous encourage comme d'habitude à rejoindre l'académie. 3 niveaux d'adhésion sont à votre disposition. Donc le lien sera en description. Et par ailleurs, tous mes articles sont à retrouver sur le carnet qui est mon blog personnel. Le lien se trouve également en description. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci encore une fois pour votre écoute. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut pour m'aider à avoir plus de visibilité dans l'algorithme. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre écoute et à vous dire à la prochaine. Ciao!